Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui intéressent notre société, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, on va parler de statut, on va parler de constitution, de départementalisation, on va parler de foot, on va parler de Liverpool, on va parler de santé, on va parler de CFA, de formation, de quoi encore on va parler? On va parler de plein d'autres choses. Vous êtes sur Zitata, restez là. Alors aujourd'hui, je reçois deux femmes, ce n'est pas une surprise, puisque sur le plateau de Forme, j'ai toujours deux femmes pour m'accompagner au cours de cette heure. Le principe est toujours le même, on découvre leur parcours, on les découvre, et puis à travers elles, on essaie d'aborder des thématiques de société, qui, comme je le dis en introduction de cette émission, intéressent normalement toute la société martiniquaise, et même au-delà. Aujourd'hui, Karine David à ma gauche. Comment ça va, Karine? Ça va très bien. Et à ma droite, Siana Bramban. Comment ça va, Siana? Ça va, merci beaucoup. C'est joli, Siana. C'est rare, Siana. Ouais. C'est vrai, c'est Diana avec un C, mais en mieux. Et voilà. En tout cas, merci, mesdames, d'être avec nous ce soir ou aujourd'hui, parce que l'émission est multidiffusée. On est assez transparent avec nos téléspectateurs. Ils voient cette émission. Elle a été enregistrée. Généralement, elle est multidiffusée. Merci d'être là. Je vais vous laisser vous présenter. On commence par Karine. Bonjour, je suis Karine David, je suis professeure de droit public à l'Université des Antilles et puis je suis par ailleurs maman de 3 enfants qui me prennent aussi un peu de temps. C'est bien, maman est professeure d'université de droit public. Et alors, tu es venue, Karine, avec un énorme pavé. Ouais. 75 ans de départementalisation outre-mer. Donc, tu as dirigé cet énorme livre de droit constitutionnel. C'est un ouvrage qui est à la fois sciences politiques et droit public que j'ai co-dirigé avec Justin Daniel, professeur de sciences politiques que tout le monde connaît en Martinique, voilà, pour réfléchir effectivement à faire un bilan sur la départementalisation outre-mer et puis être un peu force de proposition. Tout à fait. 75 ans de départementalisation outre-mer, bilan et perspective de l'uniformité à la différenciation. On va y revenir dans le détail, mais on est au cœur de l'actualité. Oui. Et on a l'impression que jour après jour, on est au cœur de l'actualité, comme si finalement la question du statut ne s'arrêtait jamais. Justement, c'est un peu une des choses qu'on aimerait bien finalement rebattre dans le sens où peut-être que le statut n'est pas tout et qu'il faut peut-être réfléchir à pourquoi le statut actuel ne fonctionne pas avant d'aller bille en tête sur dire il faut un nouveau statut. C'est peut-être pas le statut qu'il faut changer. On va en parler, ok? On n'a pas beaucoup, enfin on a quand même 1 heure, donc on va quand même essayer d'aborder ces questions-là. Et Siana Bramban, je te laisse te présenter, Siana. Moi je suis Siana Bramban, je suis martiniquaise qui est partie faire ses études sur l'Hexagone, qui est revenue il y a maintenant 3 ans et qui aujourd'hui est directrice et cofondatrice d'un CFA dans les métiers de la santé que nous avons mis en place avec le docteur Guillaume Renard qui est cofondateur également à destination de nos jeunes et de nos territoires. Alors, Guillaume Renard que Jean-Marc Cromwell a reçu sur Zitata. Et c'est d'ailleurs en regardant cette émission que je me suis dit, mais il faut que j'interroge la cofondatrice du CFA. Alors, c'est vraiment, on entend parler de la formation, on entend parler du CFA, mais on ne sait absolument pas qu'on peut créer un CFA. C'est marrant, je me suis dit, on a créé un CFA ici. Et donc, tu as créé un CFA. C'est une entreprise, c'est quoi? C'est quoi le statut du CFA? Nous sommes un organisme de formation privé que nous avons monté tous les deux à la force de nos petits bras. Donc c'est privé en fait? Oui, c'est un Voilà, enfin, moi j'avais l'impression, dans ma tête, c'est un centre de formation des apprentis, parce que des organismes de formation, il peut y en avoir bien entendu de privés, mais pour moi, le CFA, centre de formation des apprentis, c'était, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ne connaissant pas, c'était forcément quelque chose de public. Mais non. Eh bien, pas forcément, puisque aujourd'hui, on a une loi sur la formation professionnelle, une énorme réforme qui est passée au 5 septembre 2018, qui a totalement libéralisé le marché de la formation et dont l'apprentissage, et qui permet aujourd'hui à tout organisme privé de pouvoir dispenser des formations par la voie de l'apprentissage à partir du moment où cela est déclaré dans ses statuts. Donc on a pris la vague et on a décidé de développer cette offre de formation qui n'existait pas du tout sur nos territoires ultramarins et de pouvoir la renforcer et permettre à nos jeunes d'y accéder. Bon, on va voir comment ça répond à un besoin.
Et à quel niveau ça répond à un besoin? Et Karine, ça t'inspire quoi, ça? Moi, ça m'intéresse parce qu'évidemment, je suis dans la formation. Moi, je suis enseignant-chercheur. Donc, une bonne partie de notre travail relève de la formation. On sait très bien les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes ultramarins en termes de choix de formation. Donc, des initiatives comme celle-là, elles sont vraiment bienvenues parce que on a beau dire, tous les jeunes ne veulent pas partir. Et il y en a beaucoup qui sont en recherche de formation sur le territoire et ils ont un choix nécessairement limité. Donc, plus on augmente effectivement l'offre de formation, mieux c'est. Et on sait qu'on a des besoins en plus en matière de santé. Donc, est-ce qu'on peut former ici, domicilier localement, toutes les formations? On peut tout faire avec de la volonté. Après, il faut le marché peut-être. Un vivier. Non, il y a aujourd'hui, de toutes les façons, on n'a pas besoin d'être sur le territoire de la Martinique pour avoir des besoins professionnels de santé, toutes spécialisations confondues. Il nous manque des métiers dans le domaine de la rééducation, il nous manque des métiers dans le domaine de l'appareillage, de la prothèse. Donc, c'est des métiers qu'on pourrait, dans l'optique, on en parlait tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Alors, je vais faire une petite parenthèse, on va quand même dire, parce que, en fait, ça fait quelques années que je me pose la question, tu vois, je dois refaire mes lunettes, alors bientôt vous allez me voir avec de nouvelles lunettes, et je me dis, mais pourquoi, parce que ça prend 3 semaines pour faire des verres, je me dis, pourquoi on ne ferait pas ça ici, en fait? Une idée, hein, c'est pourquoi on ne ferait pas les verres, alors les montures, parce que c'est fashion, etc. Bon, ça peut être fait par des fabricants à l'extérieur, d'ailleurs pas forcément en Europe, hein, le plus souvent, à mon avis. Et pourquoi? Et c'est vrai, et on s'est rendu compte, parce qu'on a bien cherché avant l'émission avec Siana, je dis, mais pourquoi on ne fait pas ça ici? On pourrait former, alors on disait, bon, peut-être que le matériel est cher, elle me disait, oui, mais peut-être que les besoins en formation, c'est des besoins très spécifiques. Je dis, mais alors on peut former des gens qui seraient très, très, très pointus, parce que ça requiert effectivement certains savoir-faire. Et puis on s'est rendu compte que ça existait, en fait, qu'il y a une usine de fabrication de verre en Guadeloupe. Que la France est même reconnue pour son savoir-faire mondialement dans ce secteur. D'accord. Donc ça prouve que finalement, enfin, là on parle de... Alors, peut-être que les gens en Guadeloupe ne sont pas formés en Guadeloupe d'ailleurs. Il faudrait le vérifier. Mais tu vois, en fait, on a l'impression que on se fixe peut-être... Mais du coup, si on faisait venir les verres de Guadeloupe, peut-être que ça ne mettrait pas 3 semaines. Il faudrait, voilà. Donc on va chercher. Voilà, si Anna va chercher, puis on va faire un petit point. En tout cas, tout ça pour dire que le champ des possibles peut être presque illimité, mais il y a quand même une histoire de marché quand même. Je ne pense pas que ce soit forcément uniquement, c'est un facteur effectivement, mais je ne pense pas que ce soit uniquement une histoire de marché. Je pense aussi qu'il y a un défaut d'attractivité de nos territoires. La plupart, je prends par exemple des études de médecine, tous nos jeunes sont déjà conditionnés au fait que s'ils veulent devenir médecins, il faut qu'ils partent sur l'Hexagone. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un schéma où plus on part, plus il est compliqué de revenir. C'est des études souvent au minimum de 5 ans, hein, donc qu'on fait déjà 5 ans à l'extérieur. Et après, la possibilité déjà de revenir est déjà beaucoup plus compliquée alors qu'il y a des postes à pourvoir ici. Donc, et puis il y a de la formation aussi ici. Alors, pas sur tous les métiers. Alors, sur la médecine, oui, mais quand on va être sur des formations paramédicales comme des ergothérapeutes, comme des psychomotriciens, comme des opticiens lunetiers, ce genre de choses-là, on est malheureusement obligé soit de partir sur un autre département avec un peu de chance, ou alors vraiment de partir sur l'Hexagone. Et c'est pas normal qu'on soit obligé de partir aujourd'hui, faire des études pour avoir un bac plus 2, un bac plus 3 ou un bac plus 5. On peut le faire typiquement en local. On a des compétences, on a des gens qui maîtrisent. Donc il n'y a pas de raison que nos jeunes soient obligés d'aller chercher ces compétences-là ailleurs. Et j'ai envie de dire, excusez-moi, aujourd'hui avec les nouvelles technologies, on a vu avec la pandémie tout à fait. Le nombre de formations en ligne qui se développent. On peut se former aussi en ligne, même s'il y a des stages. Là, on parle de formation d'apprentis. On partage apparemment le même point de vue. Là, ça fait 2 ans de Covid. Moi, je disais, là, j'arrête pas de courir parce que j'ai un cours. Ce matin, par exemple, j'avais un cours en distanciel, donc de la maison, parce qu'il faut un réseau digne de ce nom. Je monte dans ma voiture. Heureusement que j'habite à Terreville, hein, donc je suis à côté de l'université. Je monte dans ma voiture, hop, je rejoins une autre promotion qui est en présentiel parce qu'elle est moins nombreuse. Donc ça, déjà, c'est... Et puis, les cours en distanciel, ça a quand même ses limites. Moi, depuis le début de l'année, j'ai les étudiants de première année de droit en distanciel. Honnêtement, je les plains, déjà pour ce qu'ils ont vécu avant, parce que c'est quand même la génération qui a pris quand même en première terminale pas mal de problèmes dus aux grèves puis au Covid. Et honnêtement, on sent bien que, en termes de décrochage, là... Oui, on est d'accord, mais c'est difficile, hein, ils s'accrochaient parce qu'ils pensaient qu'ils reprendraient effectivement en présentiel là, à la rentrée.
Et malheureusement, on a été obligé de repasser en distanciel parce que trop de cas de Covid, on est obligé de rester en distanciel. Et donc, ces étudiants-là vont très probablement faire toute leur année en distanciel, à part quelques séances de TD où on les prend en présentiel. Donc je veux dire, comment dire, c'était pas pour dire qu'il fallait instituer exclusivement des formations exclusivement en distanciel, mais ça offre des possibilités. Par exemple, peut-être sur des modules très spécifiques. Le type, il peut être aux États-Unis, au Japon. Vous avez besoin qu'il intervienne parce que c'est la sommité du truc. Pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est possible. C'est-à-dire qu'on est un petit peu débloqué dans nos têtes. Ça nous a aussi, par exemple, moi, en tant que chercheur, le fait que le Covid développe effectivement tout ce qui était visioconférence, fait qu'aujourd'hui, on peut suivre des colloques qu'on n'aurait jamais pu suivre avant parce que maintenant, ils sont en visio. Et ça, de ce point de vue-là, c'est effectivement... Voilà, c'est ce que je disais. Il ne s'agit pas de reléguer les jeunes, effectivement, derrière leur ordi et puis qu'ils soient formés à distance exclusivement. C'est juste que ça peut ouvrir, peut-être pour imaginer des formations qui seraient partiellement ici, pour relocaliser les choses, mais en partie, voilà. C'était juste... Après, bon, si vous voulez travailler sur ça, je suis disponible. Je rigole. Bon, on fait le petit point focus, comme traditionnellement. Donc, on va parler de... Je vous laisse voir tout à l'heure après le jingle. Eh bien, on va parler de football. Voilà, football, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à Siana, Karine, parce qu'en discutant, en préparant l'émission avec Siana va nous dire, elle nous a dit qu'elle était revenue ici depuis 2018, mais Siana a un parcours extraordinaire. Siana doit nous dire un peu plus. Siana a vécu à Liverpool et Siana est une fan de foot et de Liverpool en particulier. Comment ça s'est fait? Comment c'est arrivé? Je suis d'une famille un peu où c'est bizarrement toutes les femmes sont fans de foot. Donc j'ai été bercée à coup de Canal+ le dimanche pour le match de Première Ligue. Et c'est vrai que mon premier maillot de football était un maillot d'Enon Rush, donc de maillot de Liverpool. Donc du coup peut-être c'est ce qui a déclenché cet amour-là. Et puis au final. J'ai toujours suivi les matchs et quand j'étais à Paris, j'étais le genre de personne qui ne sortait pas s'il y avait un match important et je m'étais toujours dit un jour j'irai là quand je regardais les matchs. Et puis quand j'ai eu mon master, j'ai eu mon premier CDI où j'ai fait 5 ans dans un CFA dans les métiers de la santé. Après j'ai travaillé aussi en tant que consultante, donc j'ai travaillé pour mon propre compte et puis je voyais que j'avais besoin aussi de parfaire cet anglais professionnel et j'ai eu l'excellente mauvaise idée de me dire si je vais apprendre l'anglais, je vais l'apprendre à Liverpool. Donc à Liverpool, ils parlent ce qu'on appelle l'anglais pour voir. C'est quoi l'anglais de Liverpool? C'est un anglais. Oui, voilà, ils parlent vraiment avec le nez et surtout ils ont leurs propres mots en fait. Ils ont leur propre grammatique. Hello, comment ça va? Non, c'est plus des petits mots. C'est plus un peu comme vous auriez été apprendre le français en Nord-Pas-de-Calais avec le ch'ti, parce que je suis à moitié ch'ti, donc je fais un petit clin d'œil. Mais c'est un anglais qui est totalement éloigné de l'anglais vraiment grammaticalement, exactement, le pur anglais. Et donc c'est vrai que je suis partie à Liverpool avec mon sac à dos. Du jour au lendemain, on a fait crise de la trentaine, donc là, le CDI, l'appartement à Paris, on s'en va, on coupe ses cheveux, on s'en va. Moi, si j'avais 50 ans, moi. Et quand je suis partie à Liverpool, je me souviens, j'avais juste réservé une nuit d'hôtel le jour de mon arrivée. Donc j'ai visité le premier appartement en face d'Anfield, qui est le stade mythique. Et du coup, j'ai pris l'appartement. Le lendemain, j'avais trouvé un emploi au sein d'Anfield. Donc j'ai pu commencer en tant que steward à Anfield. Et puis 5 matchs après, parce que l'Angleterre a quand même... Voilà, chef de COP. Voilà, j'étais manager au sein du COP. Donc vraiment les tribunes des supporters les plus chaudes et j'ai vraiment passé une saison extraordinaire parce que c'est un club qui, en dehors de ce qu'on voit au niveau de ses compétences et de ses résultats, c'est un club qui a une âme où les supporters sont au centre de la politique du club et donc du coup ça a été vraiment pour moi une expérience extraordinaire. J'en parlais plein d'étoiles dans les yeux. Et ils sont combien là aujourd'hui au niveau de la Première Ligue? On est deuxième derrière Manchester City, mais comme on va gagner la Ligue des Champions. Tu t'étais à foot, toi? Oui. Ah ouais? Bon, alors tu soutiens qui, toi? L'OL. Je suis lyonnaise. Alors ne me demandez pas combien ils sont au classement, je ne veux pas le dire. Mais la dame dont on a parlé tout à l'heure, Wendy Warner, elle est oui, elle est à Lyon. Oui, parlons plutôt de l'équipe féminine de l'OL, c'est beaucoup plus glorieux. Mais tu aimes bien le foot? Ouais, j'aime bien le foot, j'aime bien l'Angleterre aussi. J'ai passé 1 an en Angleterre, moi, quand en échange Erasmus, j'ai fait mon master 1
à Leicester, qui est aussi un club de foot, qui à l'époque était même pas en première ligue quand moi j'y étais. Puis bon, le foot c'est quelque chose en Angleterre quand même. Je sens qu'il y aura une discussion là. Si on avait le temps, on ferait une discussion foot. Voilà. Non, mais Max, il faut qu'on fasse une discussion de foot avec les dames. Donc alors, ce que je voulais dire, pour parler de foot et ce clin d'œil, mais à vous deux, mesdames, donc c'était parler de Wendy Renard et parler de l'argent en fait gagné par les femmes. Il y a un certain déséquilibre quand même. Donc Wendy Renard, on parle d'abord de Wendy Renard. 31 ans, martiniquaise, née à Chelcher, donc on est fiers de Wendy. 126 sélections en équipe de France de football. Et puis elle a été capitaine de l'équipe de France. Oui, 126 sélections en équipe de France, j'ai dit. Et donc elle a marqué d'ailleurs 29 buts au cours de ces sélections. Et l'année dernière, elle a figuré dans le top Forbes 2021. Des femmes, donc aux côtés d'autres joueuses et notamment de Marie-Antoinette Katoto. Alors là. Ah bon, mais je comptais sur toi. Non. Voilà. Et alors, pour revenir... moi je commence à suivre en fait les foot féminins. Alors peut-être parce que je suis l'OL, alors forcément... tu connais Katoto? Ouais. Mais elle est à l'OL aussi? Non. Et alors, donc, je voulais revenir à la différence de salaire. Donc la différence de salaire, c'est que la capitaine des Bleus gagne... Donc là, vous avez à l'antenne les principaux salaires, les plus gros salaires pour la saison 2021-2022. Et alors, la capitaine des Bleus gagne environ, source Internet, 360 000 €. Mais c'est un site, alors je ne retrouve pas le nom du site, mais c'est un site sérieux. 360 000 € bruts, alors qu'apparemment, peut-être que tu vas me le confirmer, le meilleur joueur, le joueur le mieux payé de Ligue 1 est à 36 millions d'euros brut annuels. Tout à fait. En tout cas, il y a une grosse différence. Alors, ce qu'on voulait dire sur ça, c'est que l'Australie a trouvé une solution pour dire que tout le monde est payé pareil, quoi. Et donc, depuis novembre 2019, les footballeuses de l'équipe nationale australienne percevraient donc le même salaire que les garçons. Et alors, Siana, qui est un peu mauvaise langue, disait ouais, mais bon, en Australie, c'est pas si cher que ça. J'ai pas dit ça. Le foot, c'est un sport mini. J'ai dit c'est pas le sport. Ça dépend si c'est le foot australien ou le foot soccer. C'est le foot soccer. J'ai dit c'est pas le sport. C'est pas le sport national. L'Angleterre, les Anglais respirent foot. Il y a des millions, même parfois on parle en milliards pour ça. Mais quand vous avez une finale de Ligue des Champions, quand vous avez un Liverpool-Manchester United, qui est le match le plus regardé au monde, avant Barcelone-Real ou avant, bien évidemment, Paris-Marseille. Mais quand vous avez un match comme ça génère en termes de flux financiers, ça génère des millions et des millions. Donc effectivement, on ne peut pas non plus reporter ce qu'ils ont avec les droits télé, etc., que ce qu'ils ont en Australie, ou qui est beaucoup plus porté par des sports peut-être comme le rugby, le cricket. Exactement. Ouais. Bon, je vais vous réinviter, on va parler de sport, parce que là, il faut qu'on parle de droit, il faut qu'on parle de statut. On n'est pas obligé, hein. Il faut qu'on parle de ça, voilà, il y a un gros pavé, là, il faut qu'on l'aborde un petit peu. Donc, juste après le jingle. Voilà, ça tchatche, ça papote pendant des jingles qui sont toujours trop courts. Donc, on est en train de commenter, et c'est Siana qui a relevé la photo de couverture. Vous êtes un peu dans la provoque. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une photo. Donc, tu nous disais que c'était une photo de Justin Daniel. Tout à fait, prise au carnaval. Carnaval, nos ancêtres les Gaulois. Ouais, mais c'est le petit message sur le côté qui est rigolo. Alors, j'ai pas changé mes lunettes, je dis que. En disant, c'est de dire non, on n'est pas. Voilà, c'est pas nos ancêtres les Gaulois. C'est pas nos ancêtres les Gaulois. Donc 75 ans. Donc le titre, c'est 75 ans de départementalisation outre-mer, bilan et perspective de l'uniformité à la différenciation. Moi, j'en étais restée à une déclaration de Chirac. Je ne sais plus de quand ça date, qui disait c'est un peu à la carte, quoi, statut à la carte, on est open. Et j'avais l'impression que, effectivement, après les lois du 19 mars 46, les lois de fer de 81, 82, on était dans une espèce d'approche un petit peu, effectivement, souple du gouvernement ou du pouvoir central sur finalement on va vous donner un peu plus de responsabilité, décentralisation, plus après collectivité, CTM, etc. On est dans ça, on n'est pas dans ça? Non, alors on peut pas dire qu'il n'y a pas de différenciation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement il n'y a qu'une seule collectivité qui a le même statut, il y a des petites nuances. Après ce qu'il faut bien voir c'est que là les 75 ans de la départementalisation c'était de parler des 4 vieilles, les 4 vieilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion.
Réunion, et puis Mayotte qui les a rejoints plus récemment. Et l'idée, c'était de faire un peu le bilan. Voilà, en 75 ans, finalement, comment ça a évolué. En connaissant à moitié la réponse, c'est qu'en réalité, ça n'a pas tant évolué que ça. Et même si on prend l'exemple de la Martinique qui a changé ses institutions... Mais du point de vue de quoi En fait, ce qui n'a pas changé, c'est l'autonomie dans la prise de décision. Et c'est finalement le fait que ces collectivités-là, finalement, elles ont des compétences qu'elles exercent, mais uniquement dans le cadre fixé par l'État. Et contrairement à d'autres collectivités ultramarines qui ont obtenu plus d'autonomie et qui peuvent elles-mêmes fixer leur cadre d'évolution, elles peuvent pas. Alors, elles peuvent pas pour tout un tas de raisons. Il y a eu des référendums, notamment en Martinique en 2003, pour demander si la population voulait effectivement devenir une collectivité de l'article 74. Si tant est que les gens ont dit non, mais est-ce que les gens savent vraiment l'implication de devenir une collectivité de l'article 74 en même temps, le jeu, enfin c'est la Constitution, c'est quoi l'article qui dit l'article 4 qui dit les partis politiques concourent à l'expression, c'est pas... Oui. Donc il faut bien... C'est l'article 3, je crois. L'article 3. C'est 3 et 4. Voilà. Donc voilà, il faut bien... je veux dire, les acteurs de terrain que sont les partis politiques devraient avoir eu le temps, notamment les partis autonomistes ou indépendantistes ici, ils auraient pu avoir le temps d'expliquer, non, les applications. Oui, ils auraient pu, mais ce que je veux dire, c'est que d'une part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on analyse les trajectoires des territoires et qu'on voit les revendications à certains moments, généralement, quand elles aboutissent pas, c'est pas forcément la faute de l'État. C'est qu'il n'y a pas un consensus local pour effectivement le demander, et du coup, il y a un brouillage des cartes. Alors après, comprendre pourquoi les élus qui sont pro finalement autonomie, ils n'arrivent pas à faire œuvre de pédagogie. Moi je sais pas, je suis un peu toute neuve en Martinique, ça fait seulement 3 ans que je suis là, moi j'ai passé 20 ans en Nouvelle-Calédonie. Donc du coup, j'avoue que je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que quand vous dites à quelqu'un est-ce que tu veux rester article 73 ou devenir article 74, on ne comprend pas les implications. Il faut faire voter les gens sur voilà ce qu'on vous propose, est-ce qu'il y aura telle chose, la collectivité pourra exercer telle compétence, est-ce que vous êtes d'accord? Il y a une autre façon de poser aussi la différence entre 73 et 74. Moi, j'étais pas là quand il y a eu les référendums, mais on l'entend. C'est oui, 74 Polynésie, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas certaines prestations sociales, etc. Oui, après ça c'est effectivement. Non, mais c'est aussi une façon. Mais c'est une façon aussi de le présenter. Puis ça a été aussi de faire peur en disant que si vous devenez collectivité de l'article 74, vous serez plus une région ultra-périphérique européenne et donc vous aurez un statut qui fait que vous aurez moins de transferts financiers de l'Europe. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Saint-Martin est une collectivité de l'article 74 et une région ultra-périphérique et continue à être éligible au même fonds européen que la Martinique, donc c'est faux. Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là, Sana? Moi, je pense effectivement qu'il faut un peu, alors le mot n'est pas réducteur, mais une vulgarisation de l'information. On le voit de toutes les façons quand on entend les échanges, même privés, c'est-à-dire que les gens ont une idée aussi du rôle de l'État qui est totalement en décalage avec ce qu'il fait en réalité, et puis surtout ont une idée des attentes par rapport aux élus ici au niveau local, qui est aussi un décalage avec ce qu'ils peuvent faire. Et là je rejoins. Donc je pense aussi qu'il y a un moment donné où il faut que la population prenne aussi ses responsabilités, de pas toujours attendre que l'information vienne à elle, mais aussi d'aller s'informer, parce que on a ce côté où on se plaint d'une situation qui ne bouge pas, on est dans un immobilisme, etc. Mais derrière, si nous, on ne va pas chercher non plus les informations et si on ne comprend pas les enjeux, et là je rejoins totalement, on nous présente les enjeux comme on veut nous les présenter, vous allez perdre ci, vous allez perdre ça, mais derrière aussi, peut-être que c'est important de comprendre ce que ça va nous permettre de faire. Et peut-être que là, si les gens avaient tous les paramètres, ils pourraient faire des choix de façon beaucoup plus rationnelle. Alors, j'ai quand même une question. On a beaucoup parlé des adaptations. Des adaptations réglementaires ou des adaptations législatives, même sur certains domaines, donc les habilitations, etc. Alors j'ai lu effectivement que c'était un peu compliqué de déclencher ça, mais néanmoins, alors... je ne sais plus ce que j'ai lu, mais même en discutant avec toi, certains départements qui demandent et puis finalement on ne leur répond pas, ou quand on leur répond sur 100 demandes, on leur répond une fois pour leur dire non, c'est la Corse quoi. La Corse a demandé une cinquantaine de fois, alors la Corse c'est que des habilitations réglementaires, mais Gilles Simeoni, donc, qui est le président du conseil exécutif de Corse, disait qu'ils avaient fait une cinquantaine de demandes, il y a 49 absences de réponse et un non.
Et là, j'ai lu, il y avait un tweet de lui hier ou ce matin, je ne sais plus, qui disait qu'il faudrait peut-être que l'État commence à... C'était bien beau d'adopter des textes, mais qu'il fallait peut-être agir en conséquence des textes ensuite. Les habilitations donc, qui permettent effectivement aux collectivités d'avoir une marge de responsabilité. Alors moi, c'est marrant, c'est un cours que je faisais hier aux étudiants de master. Et en fait, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est d'une part, effectivement, souvent cette absence de réponse de l'État, voire quand il répond, il dit non. Par exemple, la Guyane a fait des demandes, elle n'a jamais eu, effectivement, jamais obtenu d'habilitation. C'est aussi le fait qu'en fait, on va vous demander dès le départ ce que vous voulez faire, dans quel champ de compétences, qu'est-ce que vous voulez faire. Et donc, du coup, c'est quelque part, c'est un one-shot, c'est-à-dire j'ai la compétence, mais pour adopter un texte. Avec un cheminement qui est hyper long, parce qu'il faut déjà que la collectivité le demande, en disant de manière très détaillée ce qu'elle veut faire. Ensuite, ça passe par les instances de l'État, gouvernement ou Parlement. Et ensuite, ça revient vers la collectivité, tout ça pour adopter un texte. Un texte, donc une délibération généralement, ou un ensemble de textes, mais je veux dire, c'est temporaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une compétence qui est transférée du tout. Une fois que c'est terminé, ils peuvent intervenir pendant la durée de la mandature, mais c'est terminé. Donc là, avec la nouvelle mandature, il n'y a plus d'habilitation. Et puis, il n'y a pas de transfert financier avec. Ça n'a pas changé, ça? Non. Que ça va, mais ça va jusqu'à la fin de la mandature. La fin de la mandature. Mais alors, explique-nous, Karine, comment ça s'appelle? Énergie ou transport, la CTM a la compétence. Totale. Elle n'a pas la compétence totale. Elle a eu une habilitation pour intervenir, pour mettre en place un cadre juridique. Le TCSP, le Martinique Transport, etc. Après, une fois... Non, mais je veux dire, attendez. Au pluriel, OK. Donc, ils ont organisé. Je veux dire, du point de vue de ce que j'appelle l'expérience utilisateur martiniquaise, OK, la CTM a le pouvoir, le truc fonctionne ou il ne fonctionne pas. C'est ça aussi, le point de vue de la personne sur le terrain. Je veux dire, moi en tant que citoyenne utilisatrice des transports en commun, et d'ailleurs je le suis moins parce que je suis obligée d'avoir une voiture ici, soyons clairs, ça ne fonctionne pas bien. Ne nous cachons pas, ne nous voyons pas la face, on est d'accord. On parle de deux choses différentes, en fait. Mais non, mais... allons-y. Juste parce qu'en réalité, les habilitations, c'est pour réglementer et changer. En fait, c'est pour déroger au cadre national. D'accord. Là, ce dont on parle, c'est une compétence de gestion, comme n'importe quelle collectivité qui va gérer une politique publique, en fait. Certes, mais on est d'accord, ça fonctionne pas. Du point de vue de la citoyenne que je suis, je dis, OK, on va demander, parce qu'on peut... Alors, ma question, est-ce qu'on peut aller dans d'autres domaines, par exemple... Fiscalité, est-ce qu'on peut changer la fiscalité? Pas pour les collectivités, non. Pas pour la Martinique. Parce que ça pourrait être utile aussi. Donc, ce que je veux dire, je finis mon raisonnement. Donc, OK, on va demander, donc on veut plus de responsabilité, super, on l'a pour l'énergie, on l'a pour le transport. Et du point de vue de mon vécu de martiniquaise, bof, quoi. Et donc, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? C'est ça la question aussi. Je veux dire, on peut être dans des débats idéologiques, je veux plus d'autonomie, effectivement, c'est difficile. Il faut poser la question différemment. En réalité, moi, ce que je pense, c'est que l'habilitation n'est pas le bon outil. D'accord. On est allé notamment échanger avec Justin Daniel en décembre avec la délégation Outre-mer du Sénat. On a eu cette discussion avec notamment des élus guyanais qui n'en peuvent plus, quoi, qui disent de toute façon... Et en fait, en réalité, quand les sénateurs posent la question comment on peut améliorer l'outil, moi la réponse que je leur ai faite, c'est en l'abandonnant en fait, et demander des transferts de compétences. Parce que les transferts de compétences, c'est une compétence qui est transférée de manière pérenne, avec les moyens financiers, les moyens humains, les moyens matériels qui vont avec, et la vraie possibilité de former, on en revient à la formation, former les gens. Former des agents avec un relais qui est généralement... moi, je viens de Nouvelle-Calédonie, des transferts de compétences, on sait ce que c'est. Et donc, la possibilité de former, d'avoir l'argent et de mettre en place une politique publique de manière pérenne, pas sur un one-shot avec une habilitation. Alors, il y a eu un rapport... Moi, j'ai lu un petit peu en diagonale, parce que c'est toujours très long, très passionnant. C'est passionnant. Un rapport d'information de Michel Magraff, au nom de la délégation sénatoriale Outre-mer, qui a été déposé le 21 septembre. Donc, qui est en ligne, d'ailleurs. Je vous invite à aller sur le site du Sénat, 21 septembre 2020. Et alors, donc ça reprend l'historique aussi, et notamment ça rappelle qu'il y a eu 2 missions d'envergure qui avaient été conduites par Claude Lise en 98, et puis la deuxième, ça y est, je cherche, et puis la seconde, présidée par Serge Larcher, sur cette question-là, donc débat institutionnel des collectivités. Et puis on rappelle aussi que Jacques Chirac, mais j'y faisais allusion, effectivement, avait parlé de statut à la carte à Madiana en Martinique à l'époque en 2000. Et puis il y avait eu l'initiative aussi des 3 présidents de région, la déclaration
déclaration de Basse-Terre pour dire on veut. Et donc finalement, ce rapport débouche sur des propositions assez intéressantes, je trouve, dont la 6e que j'ai relevée. Donc pour un petit peu peut-être couper court à ces histoires-là, il propose de réunir les articles 73 et 74 de la Constitution et permettre la définition de statut sur mesure pour ceux des territoires ultramarins qui le souhaiteraient. C'est ça. Donc c'est quoi? Donc c'est une espèce d'uniformisation finalement pour organiser un statut à la carte. En fait, c'est pas du tout une uniformisation, c'est au lieu d'enfermer finalement les collectivités dans telle ou telle catégorie, c'est de dire on va fixer des règles de base. Et chaque collectivité qui souhaitera voir évoluer son statut, elle aura son propre statut, c'est-à-dire via une loi organique statutaire, elle va négocier avec l'État finalement ce qu'elle veut mettre en place. Et du coup, on sera plus bloqué par le fait est-ce que je peux intervenir en matière fiscale? On pourra actionner le en disant moi je veux la compétence fiscale. On pourra dire moi je veux qu'une collectivité, je veux un président du conseil exécutif ou je veux finalement une forme comme en Guyane où on a une collectivité unique mais qui reste sous une forme régionale avec le président de l'Assemblée qui est aussi le président de l'exécutif. Voilà, en fait, l'idée, c'est pas du tout d'uniformiser, au contraire, c'est de permettre finalement des statuts à la carte, mais qui correspondent finalement à chaque collectivité. Et moi, je travaille aujourd'hui, j'essaye de développer une notion qui est la capacité en fait des territoires, en essayant finalement au lieu de partir de, là, on part de catégories et on essaye de les mettre sur des collectivités. L'idée, c'est plutôt de prendre le problème dans le sens inverse, de dire finalement que veulent nos populations. Quelles sont finalement nos capacités à y répondre, quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses, et à partir de là, on construit quelque chose. Et le fait de ne plus être enfermé dans l'article 73 et 74 et de faire des statuts à la carte permettrait de construire ça en prenant le temps, en faisant, moi je pense, des consultations citoyennes. Ça, à mon avis, c'est très important. Après, il faut voir comment les organiser pour qu'elles soient efficaces. Et puis surtout, ce qu'il faut bien dire, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important dans la proposition qui est formulée dans le rapport Magras, c'est que rien ne peut se faire sans le consentement des populations intéressées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le statut de la Martinique s'il n'y a pas un vote des populations martiniquaises sur cette question. Donc ça, c'est Ada, en fait, si je comprends bien, parce qu'on a parlé d'information, ça s'organise sur du temps long, en fait. Bien sûr. Et c'est pour ça, je ne sais pas ce que vous avez pensé de la discussion qui a eu lieu après la déclaration de Sébastien Lecornu en Guadeloupe, en disant, alors, Karine fait comme ça, mais moi, je ne comprends pas, non, moi, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord avec ce haussement de sourcil, parce qu'en fait, il a mis les pieds dans le plat, certes, mais quand il dit ça, ça peut ouvrir un temps long précisément, où on fait de l'information, où on explique aux gens, etc. Non, Siana n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord, parce que, alors je vais le dire comment je l'ai perçu. Hein, vas-y. Mais pour moi, ça a été en fait envoyé comme ça, comme un moyen de pression, c'est-à-dire comme une espèce de... Non, mais au-delà de ça, au-delà de la provocation que ça a pu constituer, et je pense mais ça était probablement une. C'est important quand même, parce que je pense que le contexte actuel reflète bien aussi l'état général de nos populations, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane. Les gens, ils sont même plus dans une attente de se faire entendre, ils sont juste excédés parce qu'ils n'ont pas été entendus. Et là, aujourd'hui, après ça, mais alors tout ce qui est avec tous les détours que ça va, hein, je veux dire la violence, la délinquance, tout ce qu'on voit. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est sur une population où on entend, ça fait 3 ans que je suis rentrée, ça fait, je pense que le mot le plus commun que j'ai entendu depuis 3 ans, c'est spécificité. Mais ça fait pas 3 ans, hein, ça non, mais moi, je suis rentrée vraiment en Martinique, donc ça fait 3 ans, parce que j'étais dans un poste en amont où effectivement j'avais une politique à appliquer pour la Martinique de la part d'une entreprise où le siège était sur l'Hexagone. Et donc, on parlait tout le temps de spécificité, mais en attendant, dans les actes, la spécificité, elle n'est pas forcément reconnue, elle n'est pas forcément mise en place. Donc, tu es d'accord avec Karine. Le cadre actuel n'est probablement pas... c'est ça. Non, mais aujourd'hui, qui est décisionnaire, c'est ça vraiment la question. C'est ça. Et puis, pour revenir sur l'histoire de Sébastien Lecornu et le pavé dans la mare, jeter l'autonomie. Tu dis, oui, mais c'est peut-être comme ça permet d'ouvrir un temps long et d'en parler avec les populations, d'avoir éventuellement une écoute. Sans qu'il y ait guerre civile. Mais il y a 2 ans, les élus guadeloupéens se sont réunis dans une structure qui est prévue exprès pour parler des évolutions statutaires. Ils ont fait des demandes à l'État. Ça fait 2 ans. L'État n'a jamais
répondu. Ils ont demandé une autonomie fiscale, moi j'en ai discuté de cette demande au ministère de l'Outre-mer pas plus tard qu'il y a un mois. Un cadre du ministère de l'Outre-mer me répond, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Non, en fait, ils veulent des choses parce qu'ils pensent que ce sont les outils qui leur permettront de se développer. Et le gars me dit, oui, mais de toute façon, ils ne peuvent pas être article 73 et avoir ça. Mais non, mais on s'en fiche, en fait. Est-ce que ce qui ne prévaut pas dans l'esprit de l'autorité centrale, en fait, du centre, parce qu'il y a aussi un rapport, en fait. Il y a un rapport du centre, il y a d'ailleurs des centres qui fonctionnent et qui comprennent mieux, d'ailleurs, on va dire la périphérie, sans que ce soit péjoratif. Ok, enfin, ou les Outre-mer, ok, mais bon, il y a un pouvoir qui est localisé et qui est très centralisé, en fait, en dépit peut-être des mots décentralisation. C'est ce que moi j'explique aux étudiants. J'explique aux étudiants qu'on en est là, finalement, dans les collectivités ultramarines, parce que la France est un État unitaire et qu'elle a du mal, effectivement, à se défaire cette unité de l'État à l'égard de ces collectivités ultramarines. Alors que, quand on fait un peu de droit comparé et qu'on regarde, par exemple, je prendrais les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont des collectivités dans la Caraïbe, c'est un État unitaire comme la France. Mais pour les collectivités ultramarines, ils oublient qu'ils sont États unitaires. Ils sont beaucoup plus concrets. Mais je voulais, juste pour finir la phrase, en fait, donc, du point de vue de l'État central, qui est effectivement très centralisateur, la perception qu'ils peuvent avoir du terrain, par exemple, d'un pays comme la Martinique ou bien d'un autre pays comme la Guadeloupe, c'est pas forcément... Alors, il y a eu des demandes, tu disais qu'il y avait eu des demandes et qu'ils n'avaient pas été entendus, mais précisément le désir des populations, qui peut d'ailleurs des fois s'exprimer par un référendum, n'est peut-être pas... Tu vois, la compréhension qu'ils ont d'une situation de terrain peut ne pas être très claire, en fait. Oui, tout à fait. D'une volonté qui serait, si tu veux, unilatérale. On veut ça et pas autre chose, tu comprends? Donc, peut-être mais après, ils ont des autorités déconcentrées. Enfin, je veux dire, il y a un préfet qui est censé faire remonter les informations aussi. Est-ce qu'il ne serait pas temps, du coup, alors, c'est... Et puis, le directeur de cabinet de Sébastien Lecornu, c'est quand même le préfet de Guadeloupe précédent. Donc, il connaît quand même bien le terrain. Il a fait 1 an et demi comme préfet de la Guadeloupe il n'y a pas si longtemps. Mais tu parlais des populations. Oui. Par les populations. Dans des cas de crise, par exemple, on voit bien, on peut interpréter d'ailleurs des manifestations qui ne sont pas le fait d'une majorité de population comme étant le désir des populations. Oui, tout à fait. Donc il y a peut-être, et je retiens ce que tu as dit tout à l'heure, il y a eu des consultations citoyennes, que ça soit sur le climat ou sur autre chose. Peut-être qu'il est temps de façon dépassionnée. Enfin, moi je vois que c'est effectivement, un pavé dans la mare, de façon dépassionnée, d'ouvrir ce temps long avec des méthodes. Aujourd'hui, on a des outils, etc., pour aller au fin fond du truc, avec à la fois... Il y a des initiatives comme ça qui ne sont pas exactement sur le terrain institutionnel, mais celle de 36 heures, là, le projet l'initiative du professeur Aimé Charles Nicolas, qui n'est pas forcément sur le terrain institutionnel, mais plus sur le terrain de la prospective. Tu vois, donc comment on voit nos territoires. Mais voilà, peut-être qu'il faut suivre des choses comme ça. Voilà, il faut suivre ce chemin-là avec non pas des assises, mais vraiment des consultations très longues. Je crois qu'il faut surtout pas y appeler assises parce qu'il y en a eu trop. Il y en a eu trop qui n'ont pas abouti. Je pense. Et puis je pense qu'effectivement, il ne faut pas nécessairement que l'initiative soit institutionnelle. Voilà. Parce que certainement qu'une initiative institutionnelle risque de générer de la méfiance. Tout à fait. Et donc c'est vrai que c'est toujours mieux perçu quand c'est des collectifs de citoyens finalement qui s'organisent et qui se saisissent de ces questions. Après, il faut quand même rentrer dans un jeu. Bon, là, il y a les ateliers, il y a eu des ateliers, etc. Donc peut-être qu'il faut effectivement... oui, mais les ateliers, est-ce qu'ils ont fonctionné? Prolonger cette réflexion. On va en venir à la formation. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça fonctionne bien, hein? Oui, tout à fait. Oui. Nous, on a fait... on a été très, très heureux, d'ailleurs. On a fait une première rentrée en septembre. Vous avez 25 jeunes, je crois. Oui, on a 25 jeunes. C'est quoi comme formation, alors? Oui. On a Merci de faire les questions. Oui, c'est bien. Alors, on a 2 grands pôles pour cette première rentrée. Savoir, c'est qu'on nous sommes à CFA hors les murs. On a fait le choix, en fait, de ne pas créer une offre en doublon sur le territoire, mais plutôt d'être dans un esprit de collaboration. Et donc, du coup, on a passé des conventions de partenariat avec des établissements d'enseignement qui dispensaient déjà les formations en initiale. Et on y a instauré le dispositif d'apprentissage. Donc aujourd'hui, le CFA Santé Martinique, c'est 2 grands pôles. Un pôle santé paramédical avec des manipulateurs radio et des techniciens de laboratoire. Et un pôle santé, on va dire, public, avec des métiers un peu plus bio-industriels, puisqu'on est dans la qualité des aliments, un BTS bio-qualité, dans les métiers de l'eau. La question de l'eau sur nos territoires est assez primordiale. Et puis aussi des techniciens bioanalyse et contrôle. Ce sont des techniciens de laboratoire, mais appliqués plus au secteur pharmaceutique, industriel, cosmétique, etc.
On a eu une très bonne rentrée pour un centre de formation tout nouveau et sur des métiers qui n'avaient jamais été développés. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est l'investissement des entreprises. On a vraiment des entreprises qui nous ont fait confiance, qui étaient en besoin. Pour accueillir les jeunes. Pour accueillir les jeunes, parce qu'il y a des postes à pourvoir, parce qu'il y a des besoins, et parce qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver des compétences en local, parce que c'est des métiers déjà qui sont peu connus, surtout les formations bio-industrie. Quand vous dites un BTS bio-qualité, personne ne sait ce que c'est. Non, voilà. Un BTS bio-qualité. Ce sont toutes les personnes qui gèrent les process qualité de la fabrication et de la production des aliments, des produits transformés, etc. Donc de ce qu'on mange pratiquement tous les jours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des jeunes, et ça je fais un petit parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais je pense qu'aujourd'hui, plutôt aussi au niveau du grand public, de montrer toujours en lumière les jeunes qui sont sur des ronds-points avec des cagoules à braquer les gens, mettez en lumière aussi des jeunes qui se battent, qui rentrent dans des dispositifs où ils sont dans une voie de professionnalisation, qui réussissent, des jeunes qui sont parents et qui gèrent des études et un travail. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui sont et qui s'investissent. Tout à fait. Mais ça, on ne les voit pas, par exemple. On ne les voit pas beaucoup. Il a fallu, par exemple, qu'on ait un jeune qui fasse un buzz grâce aux réseaux sociaux, comme Maël. Clérix. Mais malheureusement, Maël, c'est un jeune qui a frappé plusieurs fois aux portes d'employeurs et qui n'a pas été entendu. Et il a fallu qu'il fasse un buzz médiatique qui n'a pas été relayé au départ par les médias, mais par les gens, des gens lambda, pour pouvoir justement se faire entendre et trouver un contrat. Donc en même temps, excuse-moi de t'interrompre 2 secondes, Siana, parce que tu dis, en même temps, les employeurs vous font confiance, mais en même temps, il y a quand même des jeunes qui ont des problèmes pour trouver leur employeur. C'est sûr qu'être manipulateur radio, si vous prenez la proportion de cabinets de radiologie en Martinique, il n'y en a pas des masses. Et pourtant, on a des cabinets privés qui ont joué le jeu. On a un cabinet au Marin, le docteur Messaoudi, qui vraiment, pour le coup, a accueilli la solution à bras ouverts. On a des cabinets en Guadeloupe qui ont accueilli nos jeunes martiniquais et guadeloupéens au sein de leurs effectifs. Mais les gros pourvoyeurs des hôpitaux publics qui demain ont des projets en imagerie numérique qui ont vraiment besoin, ça a été un peu difficile. Après, ça a été le cas et je pense que tout le monde est très content aujourd'hui, hôpital comme jeune, d'avoir justement réussi le mariage. Mais ça a été un peu compliqué aujourd'hui de faire bouger aussi ces acteurs qui demain, s'ils n'embauchent pas, font que les jeunes justement partent et ne reviennent pas. Donc, en tout cas, oui, Maël Clérix, il est toujours au CHU. Grâce à lui, 3 autres camarades aussi ont trouvé un contrat d'apprentissage au CHU et ça se passe relativement bien. Et le CHU a eu du mal et pour le coup, là, le CHU est, pour le coup, je le dis, est bien engagé dans une démarche d'accueillir des apprentis. Donc c'est génial. C'est super. Ouais, surtout que là, il y a quand même un sacré marché entre guillemets. Les métiers de la santé aujourd'hui qui pourraient, parce qu'on parle de désert. Il y a des déserts médicaux, donc il faut, là encore, on peut parler aussi de l'attractivité aussi. Donc c'est important de former des gens ici et de leur trouver aussi finalement des débouchés aussi. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça que vous faites, c'est-à-dire que vous avez une espèce de tout en un, quoi, non ? C'est-à-dire que vous recrutez les jeunes, vous les formez et vous leur trouvez aussi les entreprises. On propose aux jeunes d'intégrer un dispositif où effectivement ils valident un diplôme au sein d'entreprises. Donc pour une entreprise, déjà ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui coûte très cher à une entreprise, c'est de recruter et d'intégrer et de former. C'est un coût assez conséquent. Donc on propose à une entreprise de le faire un peu, on va dire, à moindre coût. Pourquoi ? Parce que pour le coup, le gouvernement a mis vraiment des moyens financiers au niveau de l'apprentissage. Donc accueillir un apprenti, c'est pas forcément quelque chose qui a un impact financier coûteux. Comment ça coûte ? Vous pouvez accueillir un apprenti. Aujourd'hui, la formation est prise en charge quand c'est un employeur privé par les opérateurs de compétences. Donc c'est 0 € le coût de formation. Il y a des exonérations de charges. Il y a exactement. Et vous voulez pas venir travailler au CFA ? Je l'ai un CFA en Calédonie. Et pour le coup, en dehors de ça, aujourd'hui, il y a ce qui est quand même important, il y a une prime de 8 000 € pour les employeurs par an, ce qui correspond à 670 € par mois directement impacté sur le salaire de l'apprenti. Donc quand vous avez un apprenti qui vous coûte 800 €, au final, il vous coûte quasiment rien. Donc, et c'est des jeunes qui sont entre 60 et 80% de leur temps en entreprise. Donc même sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on est vraiment sur une transmission des savoirs et même générationnelle, de transmission des compétences qui est à moindre coût pour une entreprise. Et aujourd'hui, donc le CFA, donc ça s'appelle CFA Santé, c'est ça ? Voilà, donc on a fait le CFA Santé Martinique. Et l'ambition, c'est d'aller sur les autres départements américains.
Alors, américain, en fait, pas encore. C'est une façon de parler, quoi. Pour ne pas dire les départements français Mais en fait, l'ambition, c'est qu'on puisse développer une offre par la voie de l'apprentissage sur des départements, mais qu'on ne soit pas sur des offres à doublons, mais plutôt qu'on ait une interconnexion de l'offre de formation entre les différents départements. La Martinique est le seul département aujourd'hui à proposer les diplômes qu'on propose. Les 5 diplômes qu'on propose ne se font qu'en Martinique, donc on accueille des jeunes Guyanais, des jeunes Guadeloupéens qui suivent leur contrat d'apprentissage dans une entreprise en Guadeloupe ou en Guyane, parce que demain, ils voudront s'insérer sur leur territoire d'origine. L'idée est de faire, pourquoi pas la même chose avec la Guadeloupe et pourquoi pas faire la même chose avec la Guyane. C'est pas non plus d'empêcher nos jeunes de partir, parce que la mobilité, je suis bien placée pour le savoir. Il faut qu'ils aient l'ouverture d'esprit est une... Oui, c'est important. Mais en tout cas, c'est hyper important. Mais c'est vrai que si on pouvait leur permettre aussi de rester ici et puis surtout de valoriser les ressources pédagogiques, on a des super écoles. On a le lycée du Lorrain, qui n'est pas forcément connu, est un lycée, pour le coup, avec des équipes fantastiques. Je le dis parce qu'ils sont vraiment derrière les jeunes, ils accompagnent les jeunes. Et c'est des choses qu'il faut mettre en valeur. Donc, et ça, on n'est pas obligé de partir à chaque fois pour avoir une formation de qualité. Et vraiment, pour le coup, c'est devenu quasiment un automatisme aujourd'hui pour cette jeunesse de se dire, pour nous aussi, on a eu le cas aussi, de se dire, à partir du moment où on veut un diplôme de qualité, on est obligé de partir. Non, c'est pas le cas. On peut le faire ici, on peut le faire au sein de nos entreprises, les entreprises en ont besoin. Et puis l'apprentissage aussi, et ça c'est important, c'est aussi un moyen pour nos jeunes d'avoir accès à un salaire. Oui. Parce qu'on va parler de spécificité, mais on est quand même aujourd'hui dans un contexte où majoritairement on a des jeunes qui ont des problématiques d'ordre social. Donc le CFA, ça leur permet d'avoir un accompagnement, ils ont un cadre autour d'eux, et puis ils ont aussi un accès à un salaire, ce qui les empêche peut-être d'aller vendre des hamburgers le week-end, alors qu'ils sont dans des formations qui demandent aussi une concentration. Et un niveau de compétences assez élevé. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi, effectivement, dans ce que tu dis, c'est aussi le regard finalement sur les formations qui sont délivrées sur le territoire. Je travaille à l'Université des Antilles, donc je connais. Alors après, c'est toujours, moi c'était déjà le cas quand j'étais en Nouvelle-Calédonie. Il y a toujours un regard un peu condescendant sur les formations qui sont délivrées, des parents, comme si elles étaient. Oui, puis je veux dire, moi honnêtement, ma fille qui était au lycée l'année dernière, elle entendait dire pas mal de choses très négatives sur l'Université des Antilles. Je veux dire, il faut quand même que les gens soient conscients que les enseignants, notamment les enseignants-chercheurs à l'Université des Antilles, ils ont réussi un concours qui est national, et il n'y a aucune raison, effectivement, de considérer que parce qu'on fait son diplôme, on prépare son diplôme à l'université, dans une université ultramarine, le diplôme est moins bon. Nos étudiants, quand ils partent, parce qu'il y en a qui ont envie de partir aussi après la licence, par exemple, ils réussissent très bien dans les universités métropolitaines, ce qui prouve que le décalage de niveau n'est pas... Et puis, ce qu'on constate, nous, à l'université à l'heure actuelle, c'est qu'on a quand même des étudiants qui reviennent en master à l'Université des Antilles, qui sont partis faire leur licence et qui commencent à revenir, effectivement, vers l'Université des Antilles. Là, on a par exemple, dans le master de droit public, on a des étudiantes qui ont fait leur licence à Bordeaux et qui nous disent, en fait, on est revenu parce qu'on voulait aussi toucher du doigt les spécificités ultramarines dans notre enseignement. J'allais y venir. Est-ce que précisément ici, notamment à ces niveaux-là, il y a des choses spécifiques qui sont enseignées et qui ne seraient enseignées qu'ici? Alors, il y en a très peu. Moi, quand je suis arrivée de Nouvelle-Calédonie, où on avait carrément un master de droit calédonien, mais bon, parce qu'il y a plus d'autonomie et le décrochage avec le droit national s'est réellement fait, j'ai été assez surprise de voir qu'en fait, il y avait quasiment... Alors, il y a quelques cours sur la Caraïbe, il y a des choses, mais finalement, dans l'enseignement, en tout cas du droit, il y avait peu de choses. Alors, il y a un cours désormais en Master 1, que moi j'enseigne de droit constitutionnel des collectivités ultramarines, où je leur fais découvrir un peu ce milieu un peu incroyable d'un point de vue juridique. Et à partir de l'année prochaine, il y aura un cours dès la 2e année d'introduction au droit de l'outre-mer. Et puis il y avait aussi, moi je trouvais un cours qui manquait, il n'y avait pas de droit de l'environnement en licence par exemple. C'est ça. Donc en fait finalement c'est d'essayer de faire en sorte que les enseignements qui sont proposés soient de plus en plus en fait attirent de plus en plus le regard des étudiants sur les besoins et sur les choses qui sont spécifiques effectivement dans nos territoires. Mais ça peut être, si tu veux, ça peut être aussi à destination de nos propres étudiants, mais développer un pôle qui serait un pôle spécifique sur des questions extrêmement pointues, qui serait uniquement développé ici avec des personnes de grand talent et de haut niveau,
et qui pourrait attirer aussi au-delà même de nos propres étudiants. Tu vois, c'est ça un petit peu le challenge. D'autant challenge des universités. D'autant que si moi, par exemple, je regarde l'équipe pédagogique que nous avons en droit public, par exemple, quasiment tous les membres de l'équipe pédagogique travaillent d'une manière ou d'une autre sur les spécificités ultramarines. Une collègue Isabelle Vestris qui travaille sur les questions liées à l'Union européenne, une collègue Karine Galli qui travaille sur les questions liées à la coopération régionale, un autre collègue qui travaille sur les questions financières spécifiques outre-mer. Donc on a effectivement déjà un corps de compétences qui est finalement spécifique aux questions ultramarines et on a des compétences effectivement que tout le monde n'a pas. Et puis au-delà de la pédagogie, parce qu'effectivement c'est quelque chose d'extrêmement important, mais au-delà de la pédagogie, faire des diplômes qui sont peut-être les mêmes effectivement que sur l'Hexagone, on est sur des diplômes d'État, mais dans nos entreprises, avec nos spécificités, que ce soit sur l'environnement, on a une faune, on a une flore qui n'est propre qu'à nous, mais pareil dans le soin, on n'accompagne pas, par exemple ici aujourd'hui, prenez une aide-soignante aujourd'hui, elle ne va pas avoir le même accompagnement en Martinique qu'elle va avoir par exemple dans un département hexagonal. On a quand même une spécificité d'avoir nos élus qui restent nos aînés qui restent à domicile. Donc ça demande aussi une professionnalisation, mais ça demande aussi une mise en immersion qui est propre à nos populations. Une jeune qui va partir se former en tant qu'infirmière en Belgique, maintenant c'est le grand truc de partir en Belgique, mais qui va partir se former en Belgique et qui va revenir, elle aura un total décalage quand elle va arriver ici et qu'elle va exercer ici, qu'elle soit en établissement ou en libéral, parce que c'est pas du tout la même approche. Donc je pense qu'effectivement c'est bien d'avoir des diplômes qui sont propres à nos territoires, de faire attention aussi sur le danger de pas, on va dire, enfermer nos jeunes, parce que ce sont des diplômes qui sont pour le coup propres à nos territoires, mais aussi de les mettre en entreprise et de les mettre vraiment en conditions réelles de comment ils vont exercer leur métier demain. Alors il nous reste très très peu de temps. On a parlé de plein de choses. Une petite quand même question, parce que tu as vécu longtemps en Nouvelle-Calédonie, juste en 2 mots. Donc on a vu ce référendum où il y a eu très peu de participation, c'était en décembre, 3e référendum. Qu'est-ce qui se passe là en Nouvelle-Calédonie Depuis le référendum ? Oui, depuis le référendum. Il ne se passe rien. En fait, les élus indépendantistes, donc suite effectivement au refus du gouvernement de bouger la date du référendum, puisque ce qui était demandé, c'était de bouger la date à cause du deuil. Donc effectivement, ils ont été très suivis. Les électeurs indépendantistes n'ont pas voté. Aujourd'hui, il y a des discussions qui doivent s'engager au sein du camp indépendantiste pour définir une stratégie. Ça devait être le week-end dernier, ça a été reporté, notamment du fait du redémarrage de l'épidémie. Et de toute façon, il ne se passera rien dans les mois qui viennent, puisque les indépendantistes refusent de discuter avec le gouvernement actuel, et on dit qu'ils ne finalement reprendraient des discussions qu'après les élections. Donc, Donc il se passera, on verra ce qui se passera. Pour l'instant, ce qui est bien, c'est que le calme est resté et qu'il n'y a pas eu de heurts, et ça c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, il y a une stratégie à définir pour les indépendantistes, qui pour l'instant sont partis pour dire on ne discute plus d'une solution dans la France, tout ce qu'on veut discuter nous, puisqu'on nous a volé le dernier référendum, c'est de discuter de comment on accède à l'indépendance. Et puis comment on accède à l'indépendance et quelles relations on peut garder avoir avec la France. Oui, tout à fait. Non, avant le jingle, question rituelle, quel est l'homme qui t'a le plus influencé, Karine ? Alors du coup, j'ai réfléchi depuis la dernière fois et je me suis dit que non, je resterais sur... je crois pas... Enfin, c'est marrant, non, j'ai pas de figure masculine dont je considère qui ait eu une importance... Non, alors peut-être quelqu'un qui a eu une importance dans mon métier, la façon dont je l'exerce, c'est mon directeur de thèse. Qui s'appelle ? Jean Giquel. Jean Giquel. Ah bah oui, Jean Giquel. Et c'était quoi ta thèse, au fait ? C'était une thèse sur la loi du pays calédonien et est-ce que ça portait atteinte à l'unité de l'État. J'étais déjà sur ces questions-là. Bon, d'accord. Et c'est 2 tomes comme ça. C'est la même collection. Elle est parue dans la même collection. Elle est à peu près aussi grosse. Non, mais attends. Ok, donc et donc toi, l'homme qui t'a le plus influencé, s'il y en a, marqué, influencé. Allez, je vais être peut-être... j'ai maman qui m'a élevée à coups de Martin Luther King, donc je pense que j'ai vraiment été marquée aussi par cette figure qui représente la liberté, mais après, je vais pas aller loin. Moi, j'ai été élevée par un grand-père exceptionnel, donc pour moi, je pense que c'est l'homme qui s'appelle comment ? Il s'appelle Claude Bernard, on n'a pas fait compliqué.
Claude Bernard? Oui, okay. mais pour le coup, qui m'a vraiment transmis des valeurs qui font qui je suis aujourd'hui et qui m'a vraiment peut-être aussi apporté une image de ce que doit représenter un homme. Et c'est vrai que je n'ai pas besoin d'aller chercher loin. Des fois, on cherche très loin. Les trois valeurs cardinales, ce serait quoi? Les trois valeurs cardinales, ça serait l'engagement, le mérite, et puis vraiment, je pense, ça serait la bienveillance. On est d'accord avec ça? Ouais, je crois que je suis assez d'accord, ouais. La bienveillance et l'empathie. Et l'empathie. Jingle, le mot de la femme. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission, donc qui va se conclure avec votre mot de conclusion qui s'appelle le mot de la femme, le mot de la fin. Bon, allons-y pour l'empathie alors. Ça peut être plus d'un mot, on est un petit peu débordé, donc ce serait l'empathie. Ouais, empathie, okay. Ouais, c'est important. Promouvons l'empathie. Siana, le mot de la femme, ce serait quoi? Faisons-nous confiance. On va dire, faisons-nous confiance, ayant confiance déjà en nous pour ce qu'on peut réaliser, ayant confiance aussi en l'humain avec un grand H, qui va confiance en nos jeunes de cette génération-là aussi. Et je pense aussi que la confiance pour moi, ce serait vraiment le mot pour cette année 2022 et pour les années à venir. Et la jeunesse, ouais. Ouais, parce que le tableau est toujours très noir, donc avançons avec cette lumière. Voilà, quoi. Mais après, c'est les lunettes qu'on porte aussi. Voilà, j'y reviens, c'est les lunettes qu'on porte aussi. Il veut vraiment. C'est un métier. Non, mais il faut vouloir aussi faire le positif, en fait. Quand on est dans l'action comme toi ou comme toi, on agit sur le réel. On agit sur le réel. Voilà, être focus sur ce qui se passe de bien. On est toujours en train de ressasser ce qui ne va pas. Moi, j'arrive à un stade où je ne regarde plus la télé, je ne regarde plus les infos, je reçois tellement de gens ici. Je crois que chaque fois, il y a au moins une femme qui n'a pas la télé, qui ne regarde pas la télé. Mais c'est surtout que c'est moi, vraiment je la regarde choix. Pas nécessairement. Je pense qu'on a le choix de s'inspirer de ce qu'on voit, de ce dont on se nourrit. Oui. Et qu'aujourd'hui, on a des livres, on a aussi un accès, alors avec ses perversités, mais on a accès à Google qui est magnifique, qui permet d'avoir accès à l'information qu'on veut. Et que cette information-là, cette positivité-là, il faut aller la chercher. Moi, je suis plus maintenant consommatrice de podcasts. Oui, moi, consommatrice aussi de Zitata et puis de format, d'accord? Ouais, mais voilà, regardez, ça c'est dommage voilà, que ce soit pas des choses qui soient beaucoup plus communes. Oui, mais ça débute. Mais c'est bien d'avoir confiance en des personnes comme toi qui le font. Et je trouve que c'est important. Ouais. En tout cas, merci d'avoir été là. Je pense que vous avez fait la démonstration de cette positivité et de cet engagement et de cette action permanente. Donc félicitations et merci Siana, merci Karine. Merci à toi. Donc voilà, on a abordé ces 500, c'est je sais pas combien de pages, 600 pages, mais voilà. Disponible à la librairie antillaise. Disponible à la librairie antillaise ou en ligne aussi. Ouais. On peut télécharger. Ouais, télécharger. Ah super, ok, c'est plus pratique aussi peut-être. Ok. Ouais, en tout cas, merci et puis bonne lecture. Pardon. C'est un peu moins encombrant. Oui, mais bon, il est plus simple à porter. En tout cas, c'est très, très riche. Merci de nous avoir suivis avec cette émission Forme. Restez sur Zitata. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre émission, de votre émission préférée, avec d'autres femmes, 2 femmes toujours aussi inspirantes que celles que j'ai reçues aujourd'hui. À bientôt.